Mais que font ces gens dans le roman La Princesse de Clèves? On n'a pas de description. Alors, ce sont des belles personnes, mais on aimerait bien savoir à quoi elles ressemblent, ces jeunes et belles personnes. On a des lieux magnifiques, on aimerait bien avoir des détails sur la magnificence des châteaux. Puis ils font des choses, mais à quoi ça ressemble le jeu de paume, à quoi ça ressemble un bal, on ne sait rien. Les descriptions ne sont pas produites, en fait. Madame de Lafayette, ça n'est pas sa priorité. Et puis aussi, ce n'est pas un roman encore très moderne. C'est le premier roman moderne pour les sentiments, mais pas pour d'autres aspects romanesques. Donc, pas de description suffisante pour qu'un lecteur du XXIe siècle visualise les choses. Et puis peut-être aussi, si jamais on était en point de vue interne pendant tout le roman, que Madame de Clèves, que notre héroïne, ça ne l'intéresse pas, toutes ces choses. Elle est aveuglée par son amour. Les seules choses qu'elle repère, ce sont les déplacements de Monsieur de Nemours. Où est-il? Qui est-ce qui en parle? Et puis tout ce qui se reste, tout le reste, comme si c'était un contre-champ, ça ne la concerne pas. Il faut quand même qu'on comprenne un petit peu ce que font ces personnages. Alors, ils font la guerre. Non, c'est pas vrai, ils font pas la guerre, ils finissent des guerres. Et en fait, ils ont des relations diplomatiques, du coup, pour signer des traités. Alors, on voit par exemple que Philippe II, le plus puissant roi d'Europe, le roi d'Espagne, eh bien, accepte d'entériner la paix, et il y a des tractations qui se font puisque il réclame finalement la fille du roi de France. C'est un gage de stabilité. Donc en fait, c'est pour ça que le mariage tient une place centrale, parce que ces mariages, ce sont des mariages diplomatiques. C'est comme ça que fonctionnent les familles souveraines. Les unions sont toujours stratégiques, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire que quand deux familles souveraines s'unissent, c'est un gage de paix. C'est très important. Ça permet d'étendre ses influences, son territoire, et puis ça permet de réserver son énergie et puis ses finances pour d'autres aspects peut-être plus intéressants. Donc les mariages finalement sont politiques. D'accord? Alors parfois le couple est heureux quand même, hein. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il ne se soit pas choisi n'apporte pas forcément des mésententes et la catastrophe. Ils s'entendent parfois bien. Donc ils sont en train de faire ça dans notre roman. Ils sont en train de se rencontrer, de négocier des traités de paix et des mariages. Ça les occupe beaucoup. Ou bien alors ils s'intéressent à la politique extérieure. À un moment donné, le roi dépêche un ambassadeur en Angleterre, puisque Élisabeth Ier vient d'être sacrée reine, donc il faut aller la complimenter de la part de la France. Donc voilà, il s'intéresse finalement à asseoir un pouvoir paisible. Alors ce sont des... Il faut quand même dire que tous les hommes dans notre roman sont ducs. Vous avez remarqué? Ils s'appellent tous ducs. Alors vous me direz, ah oui, non, il y a un connétable et il y a un vidame. Ben oui, mais ce sont aussi des chefs de guerre. Ils sont ducs, c'est normal qu'ils soient à la fois militaires, parce que à cette époque-là, le duc, qui est le plus haut titre dans l'échelle aristocratique, a toujours une charge militaire. Donc les ducs sont toujours des chefs de guerre, et puis ils gravitent autour du roi. Ils sont à la cour. Donc ils sont en train de finir des guerres, de les représenter même. Vous vous souvenez que Nemours est représenté lors de la victoire de Metz contre Charles Quint. C'est le seul portrait dont dispose la princesse de Clèves. Elle le regarde pendant des heures dans son château privé. Donc ça veut bien dire qu'il a fait la guerre, et puis c'est comme ça qu'elle présente également Monsieur de Clèves, qui s'est illustré dans des guerres d'Italie. Donc ce sont tous des guerriers, nos hommes, d'accord? Des guerriers. Et il ne faut pas croire que les femmes ne participent pas à la vie diplomatique. Alors certes, elles ne siègent pas au Parlement, mais ce sont des conseillères actives. Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, ce ne sont pas que des intrigantes comme il est parfois
facile de le dire. Non, non, elles, ce sont des femmes d'affaires redoutables, de bonnes gestionnaires en fait. Hein. Donc, toute cette activité d'une sphère très haut placée qui dirige un pays sont essentielles. Et alors, il s'adonne également à des activités à l'extérieur, les hommes, mais les femmes s'y rendent aussi en tant que spectatrices. Vous avez remarqué qu'ils allaient à la chasse, qu'ils jouaient au jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Et puis, c'est encore à la mode, c'est déjà un peu passé de mode, ils organisent des tournois, comme le Chevalier du Moyen-Âge, vous savez, avec les joutes. Et Henri II adore ça en fait, il excelle dans cette activité, il s'illustre particulièrement, donc il aime bien en organiser. C'est lui qui dit « Ah, si on organisait un tournoi public pour montrer ce beau spectacle de son prestige guerrier au peuple ». Et donc il en organise lors du mariage de sa fille Élisabeth. C'est d'ailleurs ce qui signe sa propre mort puisqu'il va se blesser, il va avoir un accident. Voilà, alors cette cour, ces ducs. Ah oui, il faut que je vous dise aussi que dans le roman, et puis le titre d'ailleurs nous déstabilise, parce que dans le roman, on dit le duc, des fois on dit monsieur, bon c'est pareil, hein, ça veut dire que c'est un homme, monseigneur, bien sûr, ça veut dire, et puis on a aussi ce prince à la place du duc. Alors, il faudra savoir si c'est un prince, c'est le fils du roi et c'est pas un duc. Et en fait, vous remarquez que le titre, c'est la princesse de Clèves, alors qu'elle n'est pas fille de roi, vous l'avez bien compris. Parce que le mot prince, ça veut dire celui qui est le principal, c'est-à-dire qui appartient à une maison souveraine. On distingue les princes de sang, ça c'est vraiment les fils de roi, les rois les plus haut placés, et les princes étrangers, c'est-à-dire les anciens seigneurs. Donc ne vous étonnez pas, la princesse de Clèves, ça veut dire qu'elle est d'une famille de ducs, et elle n'est pas la fille d'un roi, bien sûr, hein, d'accord? Donc quand on dit ce prince, ça veut dire cet aristocrate très haut placé dans ce roman. Alors ces ducs, ces princes, gravitent autour du roi. Ça fait quelques années que les seigneurs du système féodal sont inféodés, c'est-à-dire qu'ils restent à la cour, ils ont une obligation de rester auprès du roi. Donc en fait, François Ier rassemble ses chefs autour de lui. D'ailleurs, vous remarquerez que quand Monsieur de Nemours s'éclipse pour aller rejoindre la princesse de Clèves pour aller l'espionner, il demande la permission au roi. D'accord ? Donc ce sont des employés en fait. Le pouvoir est donc centralisé, et pour centraliser le pouvoir, eh bien, il faut offrir à ses sujets, à ses chefs de guerre, une vie dans de jolis lieux pour qu'ils aient du cœur à l'ouvrage. Donc cette vie à la cour, cette vie curiale, est très importante. Depuis le père de notre roi, depuis François Ier, elle est très réglementée, très organisée. Et bien, cette cour est itinérante. Ils n'ont pas qu'un château où ils restent, qui sera le cas peut-être un peu plus tard, mais là, vraiment, ils suivent le roi. C'est souvent lié aux températures, je crois, ce qui est le plus pratique lors d'une saison. Par exemple, en hiver, ils sont au Louvre, à Paris. C'était un château, hein, bien sûr, royal, avant d'être un musée. Le Louvre, ils sont à Blois. Ils sont à Chambord, qui vient d'être construit, c'est dit dans le roman. Donc dans des lieux auprès du roi. Et donc cette vie ne se passe pas seulement à régler des problèmes du royaume, il y a également des divertissements pour récompenser les ducs d'avoir bien travaillé. Et tout simplement, ça c'était le projet de la Renaissance, pour que ces guerriers, ces chevaliers soient moins rustres, qu'ils acquièrent un peu de finesse, de savoir-vivre, qu'ils acquièrent un code de bonne conduite et qu'ils sachent distinguer entre ce qui est beau et très beau et qu'ils aient du goût, d'accord? Et donc qu'ils sachent aussi bien parler. Donc cette vie de cour, elle sert à ça, elle sert à obtenir de ces sujets, de ces princes, qu'ils soient la fine fleur, qu'ils soient des combattants héroïques, mais qu'ils soient aussi d'une élégance. Première ligne, hein, la magnificence et la galanterie, qu'ils soient très agréables, très bien élevés.
Donc ces chevaliers rustiques qui se battent comme des dieux, en plus, ils sont extrêmement agréables, ce sont d'excellentes compagnies. Et ça, c'est un peu la catastrophe pour les femmes. Enfin, c'est merveilleux et c'est la catastrophe parce qu'elles ont deux raisons maintenant d'en tomber amoureuses ou bien d'en être désespérées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se livre à des divertissements. C'est un mot très très important. On se divertit. On se divertit. On a une liste au début de ces divertissements. C'était tous les jours des parties de chasse et de paume, des ballets, des courses de bagues ou de semblables divertissements. Le mot divertissement, il est éventuellement connoté négativement et Madame de Lafayette fait partie de ces personnes qui craignent un peu les divertissements tout en les recherchant. Elle adore la vie à la cour, Madame de Lafayette, mais en même temps, elle en souffre. Les divertissements, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se part, on se fait beau. Une des premières choses que fait notre princesse en arrivant à la cour, elle va assembler des pierreries. C'est là où elle rencontre son futur mari. Ça veut dire qu'elle se fait fabriquer des bijoux, qu'on lui taille, un orfèvre lui taille des bijoux. Elle empruntera des bijoux à la reine Dauphine à un moment donné. Donc on se fait beau, on ajuste son costume de manière très précise avec des ornements et des modes. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Et alors si on est aussi beau, bien sûr, c'est pour se montrer. On se montre dans les salons. Les hommes et les femmes, en général, c'est mixte. Les hommes et les femmes sont réunis dans ces salons. Parfois, ce sont des cercles de femmes, mais vous voyez bien que Monsieur de Nemours et Madame de Clèves se voient tous les jours pendant un certain temps dans ces salons. Alors, qui est-ce qui reçoit? Eh bien, ce sont les reines. La reine mère, la reine fille Élisabeth, la reine fille Claude, la sœur du roi Marguerite ou bien Diane de Poitiers, enfin Madame de Valentinois. Elles reçoivent dans leur salon. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces salons? Ce qu'on fait aujourd'hui quand on se rencontre en fait. On se donne des nouvelles, on parle des autres, les histoires des autres, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et puis on s'identifie, on dit ah bah moi à sa place j'aurais pas fait ça, et quand même il exagère, et oh bravo, il a eu du courage. Et puis parfois ces discussions prennent un tour plus général, c'est-à-dire qu'on problématise la chose. On se dit, c'est le cas dans notre roman, on se dit alors quand un homme va au bal, mais que son amoureuse n'y est pas, est-ce qu'il a raison d'aller au bal? Est-ce qu'il ne ferait pas bien de s'abstenir? Parce que s'il danse avec d'autres, c'est presque une trahison pour celle qu'il aime. Vous voyez, donc on prend un cas général pour parler d'une histoire qui est arrivée. En l'occurrence, c'est Monsieur de Nemours qui dit oh ben moi je n'irai pas au bal si la femme que j'aime n'y est pas. Donc on fait une étude de cas. On appelle ça la casuistique amoureuse. C'est un peu moral parce que c'est bien ou c'est mal de sortir sans son amoureux. Un autre moment, bien sûr le moment clé de ce roman, est-ce qu'une femme a raison, est-ce qu'elle fait bien d'avouer à son mari qu'elle en aime un autre? Parce que du coup elle est sincère, mais en même temps elle va tuer son mari de jalousie. Il va être mort de jalousie, il va mourir au sens propre. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire telle chose? Donc on se livre beaucoup à ce genre de conversation. À mon avis, ça n'a absolument pas changé aujourd'hui. La casuistique amoureuse. Voilà. Et bien sûr, le fin du fin, ce sont les balles, les grandes fêtes. Alors on danse les danses de la Renaissance, par exemple la pavane, elle porte bien son nom, la pavane. On se pavane, ça veut dire quoi se pavaner? Vous savez, c'est comme les pans qui déploient leurs plumes. On montre ces ornements, on montre que l'on connaît les pas, ce sont des pas codés, un peu raides à cette époque-là. Ça se danse généralement en couple. Et puis alors c'est là que ça devient très intéressant et très dangereux parce qu'on va danser avec un autre partenaire, sachant que comme ce sont tous des mariages arrangés, il est particulièrement inédit, puisqu'on ne se voit jamais en particulier le reste du temps, de se retrouver pour quelques secondes, presque en tête-à-tête, parce que peut-être que la musique couvre un peu le bruit de la conversation, on se retrouve presque en tête-à-tête, on touche une personne à laquelle on n'a jamais l'occasion de parler, et puis avec la beauté du lieu, avec la beauté des costumes, avec la musique, eh bien on a la tête qui tourne un peu.
C'est un lieu dangereux, le divertissement. Est-ce que ça ne serait pas l'objet du diable? Voilà. Et puis, les aristocrates s'offrent des séjours dans leur campagne, c'est-à-dire dans leur château privé. Ils ont tous gardé leurs possessions sur leur terre. Vous avez remarqué qu'ils ont des noms apposés, des noms de régions apposés à leur titre, hein, le duc de Savoie, de Lorraine. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont originaires de cette terre-là, parce que parfois ils ont racheté des terres, mais en général ils ont des propriétés, enfin ils ont toujours des propriétés, des châteaux privés. Et vous avez remarqué que la princesse de Clèves, quand elle veut fuir le duc de Nemours, elle se réfugie à Coulommiers dans son château. Elle a apparemment un beau château. Voilà ce que font ces personnages.